ce qui m'a été demandé, c'est de travailler plutôt sous l'aspect contrôle et contrôle de l'État, présence de l'État, et le regard finalement qu'a l'État sur ce processus qu'est la départementalisation. Alors, je vais gagner un petit peu de temps peut-être sur des propos introductifs qui ne feraient que largement reprendre ce que l'on a pu dire depuis ce matin, même si évidemment il faut revenir à cette loi du 19 mars 1946 qui confère le statut départemental à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, et ce faisant, un législateur de la 4ème République à l'époque, ou de la future 4ème République, on pourrait dire, qui prend une décision visionnaire qu'aucune évolution finalement postérieure ne viendra contrarier, ne viendra en remettre en cause, même si on le voit, on en parle ici, et Julie en parlera encore mieux après moi, ce statut est toujours susceptible d'évoluer. Ces anciennes colonies font partie intégrante de la République. On a dit tout à l'heure la fameuse formule d'Aimé Césaire, elles sont à part mais en même temps à part entière. On peut s'interroger évidemment longuement sur cette appartenance, ce rattachement des départements d'outre-mer à la République, à l'État. Et on a un bilan qui est sur le plan institutionnel, un bilan institutionnel local qui est globalement positif, même si on peut réserver la question du statut de la région, dont l'assise territoriale est la même, on l'a dit, que la circonscription départementale. On a une harmonisation progressive, mais finalement régulière, constante, même si on voit bien que pour Mayotte, il y a de l'impatience de la part de la population mahoraise, mais on a une harmonisation progressive des législations entre la métropole et les départements d'outre-mer, une harmonisation qui n'est pas totale, on en a largement parlé, et la révision de 2003, la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, a posé les bases d'un nouvel ordre institutionnel, mais a gardé cette possibilité d'adaptation, on en a largement parlé, je n'y reviens pas. Processus aujourd'hui stabilisé en quelque sorte. Cette départementalisation, bien sûr, n'est pas achevée, on parle bien d'un processus ici, et ce n'est pas un processus entièrement libre. On a évoqué un certain nombre de contraintes, le professeur André Roux vient d'évoquer les contraintes sur le plan constitutionnel. Ce processus, cette départementalisation, ne cesse d'impliquer l'État, et l'État aussi sur un plan purement institutionnel, sur un plan administratif, ne serait-ce qu'à travers l'intervention de son ministère, le ministère de l'Outre-mer, qui assure en quelque sorte une forme de tutelle, entre guillemets, bien sûr, tutelle juridique de l'administration locale et de ce tutelle juridique, de ce processus de départementalisation dans ces territoires d'outre-mer. Les autres départements ministériels conservent eux aussi leurs compétences à l'égard des départements et régions d'outre-mer dans le cadre de la déconcentration de leurs services. Mais cette départementalisation, elle s'accompagne aussi du développement d'une administration territoriale qui applique globalement, on reviendra un peu plus dans le détail par la suite, mais qui applique globalement les principes communs de déconcentration administrative, avec néanmoins, c'est vrai, quelques particularités. La première particularité, on l'a dit, en s'intéressant sur le plan des collectivités décentralisées, mais c'est valable aussi pour l'État, pour les services de l'État. La première particularité, c'est le fait que sur un même territoire se superpose un département et une région, donc un cumul de deux catégories d'attributions exercées dans le cadre de circonscriptions administratives. Et puis, on verra, il y a d'autres particularités aussi, on va le voir, qui résultent de cette situation particulière des départements d'outre-mer, qui vont justifier des pouvoirs spéciaux pour les préfets et des pouvoirs spéciaux dans l'organisation des services de l'État. Enfin, des exigences particulières aussi, j'insiste sur les particularités, exigences qui s'imposent et qui sont posées par l'administration préfectorale, exigences dans la mesure où cette administration préfectorale tend à s'imposer comme le grand gardien, avec des difficultés parfois matérielles, tout simplement d'application de ce rôle de grand gardien, mais à s'imposer comme le gardien des grands principes républicains et unitaires de l'État. Cette administration préfectorale, elle est aidée en cela des juridictions, tant judiciaires qu'administratives ou financières, voire constitutionnelles, on vient de le dire, tant le Conseil constitutionnel lui-même surveille de près les progrès, les effets de la départementalisation.
Progrès de décentralisation, principe de libre administration, revendication d'autonomie locale, spécificité liée à l'éloignement de la métropole. On aurait tendance à éventuellement en déduire un retrait de l'État, un retrait continu, il est inéluctable, pas du tout. C'est le premier constat qui s'impose. Mais le deuxième constat, c'est le fait que l'on adopte ici un vocabulaire qui est étrangement technique, étrangement froid en quelque sorte, pour parler de relations qui relèvent davantage d'une double tension, une double tension entre l'attraction en quelque sorte et la répulsion. En réalité, en filigrane, tout au long de nos premiers échanges de la journée, est apparu de manière parfois subliminale, mais parfois de manière beaucoup plus expresse, un autre vocabulaire, un tout autre vocabulaire, un autre champ lexical qui révèle en quelque sorte un tout autre sentiment. Alors, Damien Deschamps ce matin parlait de sentimentalisme, Nicolas Rouinsart parlait de promesses, même si c'était des promesses égalitaires, il y avait l'idée de promesses. On voit que cet autre sentiment, c'est le sentiment amoureux, Monsieur le Président, je le dis tel que je le pense, c'est mon côté sentimental aussi. Et je vous propose de poursuivre mes propos et mon intervention par quelques mots d'amour en quelque sorte, hein, pour vous parler de cette départementalisation sous contrôle étatique. Pourquoi ce rapprochement, pourquoi ce parallèle avec le vocabulaire amoureux alors qu'on parle ici d'institutions, de compétences, de répartition des compétences et d'exercice administratif et politique de ces compétences? Pourquoi ce vocabulaire amoureux? Tout simplement parce que j'ai lu il y a peu de temps un ouvrage de Pascal Bruckner qui s'appelle Le paradoxe amoureux, qui a été publié en 2009. Peut-être que certains d'entre vous l'ont lu ici. Je vous en cite un passage et vous allez voir le parallèle que l'on peut faire. Alors bien sûr, ce parallèle a des limites, a ses propres limites, mais vous allez voir le parallèle que l'on peut faire avec nos propres réflexions. Pascal Bruckner nous indique « Nous sommes libres en démocratie du moins d'aimer qui nous voulons, mais vient un moment où il faut prendre le risque de l'autre, l'autre qui va bouleverser nos attentes, nous affranchir du triste tête-à-tête avec nous-mêmes. L'indépendance n'est pas le dernier mot de l'homme, voilà ce que nous dit l'amour qui place une foi aveugle en l'autre. Mais l'amour n'est pas le dernier mot de la destinée humaine, s'il signifie ennui et malheur, voilà ce que nous dit l'individualisme. Nous ne cessons de nous débattre entre ces deux injonctions, de confondre en amour la liberté du choix amoureux, immense progrès, avec le choix de la liberté individuelle. Dans un cas, on développe une solidarité conjugale qui surpasse le surmoi insulaire de chacun des conjoints. Le qualificatif insulaire, d'ailleurs, est assez révélateur dans le parallèle que je souhaite établir ici. Et dans l'autre, on fait passer l'ego avant le nous, au risque de juxtaposer deux solitude. S'il y a un rêve moderne, vieux comme le monde, je termine ma citation, un rêve moderne, vieux comme le monde, mais massivement partagé, il tient tout entier dans cette double aspiration. Jouir de la symbiose avec l'autre, tout en restant maître de sa vie. L'amour n'est libre que dans une société d'individus libres, mais on aboutit alors à une aporie. L'aporie en question est la suivante. La liberté peut signifier la disponibilité, c'est-à-dire rester ouvert à toutes les occasions, la souveraineté, imposer aux autres son bon plaisir, l'indépendance, n'être asservi à aucune autorité, et la responsabilité, assumer les conséquences de ses actes. Disponibilité, souveraineté, indépendance, responsabilité, voilà les 4 points que je voudrais développer, mais je rassure les juristes qui sont ici majoritaires, l'équilibre binaire sera respecté, ces 4 points je vais les marier 2 à 2, en quelque sorte. Il me semble que la disponibilité, dans le sens évoqué par Pascal Bruckner, rester ouvert à toutes les occasions, et la souveraineté, imposer aux autres son bon plaisir, renvoie à une question d'échange, un accompagnement bienveillant, et ce sera le premier point de mon intervention, accompagnement bienveillant de la part de l'État à l'égard de cette départementalisation, alors que les 2 autres points, l'indépendance, n'être asservi à aucune autorité, et la responsabilité, assumer les conséquences de ses actes, renvoie plutôt à une question d'autonomie, mais d'une autonomie nécessairement limitée, qui renvoie donc à une question, on l'a dit, de responsabilité. C'est un contrôle juridique, un contrôle beaucoup plus strict qu'exerce l'État sur l'évolution de cette départementalisation.
Donc premier point, un accompagnement bienveillant, l'idée de disponibilité en quelque sorte et de souveraineté. La disponibilité, tout d'abord, c'est l'idée de rester ouvert à toutes les occasions. C'est une vision très pragmatique de l'amour ici, hein, pour continuer dans ce parallèle avec les propos de Pascal Bruckner. C'est un amour qui s'adapte, qui prend en compte les spécificités locales. Et au niveau central, je l'ai dit, il faut évoquer le rôle joué par le ministère de l'Outre-mer, qui assure en quelque sorte cette tutelle juridique de l'administration territoriale dans les départements et régions d'outre-mer, et celui aussi qui est assuré par un fonds d'investissement. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, ce ministère de l'Outre-mer, je n'ai pas beaucoup de temps pour le développer, mais évidemment, il a vécu lui aussi une forte évolution au fur et à mesure que l'empire colonial français opérait ses propres mutations. Ministère de la Marine d'abord, on a connu un ministère de l'Algérie et des colonies, on a connu un sous-secrétariat d'État aux colonies à la fin du XIXe siècle, rattaché au commerce, et le ministère des colonies a été créé, lui, à la toute fin du XIXe siècle. On a des appellations donc très différentes, mais ce ministère porte aujourd'hui le nom de ministère de l'Outre-mer, même si certaines parties des territoires ultramarins ont été à un moment placées hors de sa juridiction, en quelque sorte. Sous la Ve République, s'est posé le problème de son autonomie, l'autonomie de ce ministère, de sa compétence, de sa hiérarchie par rapport aux autres départements ministériels. Et finalement, les choses ont évolué, son statut, sa place au sein du gouvernement a elle-même évolué. Il a parfois été, c'est le cas aujourd'hui, un ministère autonome. Il a parfois été un simple secrétariat d'État auprès d'un ministre. C'était le cas, par exemple, sous les gouvernements Jospin en 1997. On le présente parfois comme une sorte de ministère de l'Intérieur des départements et territoires d'outre-mer, puisqu'il exerce à l'égard de ces parties de la République les attributions que exerce en partie aussi le ministère de l'Intérieur dans la métropole. Mais je l'ai dit, les autres départements ministériels conservent aussi leurs compétences à l'égard des départements et régions d'outre-mer dans le cadre de la déconcentration territoriale des services. Ça veut dire qu'il y a un partage du pouvoir réglementaire ministériel entre les différents départements justement ministériels, avec des conséquences en termes de contre-seing. C'est aussi toujours en termes de pragmatisme ici, d'adaptation, de disponibilité, le recours à des transferts financiers. J'irai très vite sur ce point parce qu'on en a déjà un petit peu parlé ce matin, notamment grâce à l'intervention de notre collègue Jean-Yves Rochoux sur la question du développement économique. On a aussi un accompagnement bienveillant de la part de l'État sous la forme d'une part de transferts financiers, d'autre part de mécanismes de protection sociale avec des transferts conséquents en volume sur ce plan-là. Avec aussi, pendant une période, des départements d'outre-mer qui bénéficiaient de crédits spécifiques qui étaient gérés dans le cadre d'un fonds d'intervention, le fonds d'intervention pour les départements d'outre-mer, le FIDOM, et fonds d'intervention qui a disparu à partir de 1994. Crédit d'État, crédit qui accompagne la départementalisation et crédit européen aussi. On en a un petit peu aussi parlé ce matin. Les départements et régions d'outre-mer bénéficient des fonds, ce qu'on appelle les fonds structurels ou maintenant plutôt fonds de cohésion au titre des régions en retard de développement et avec une décentralisation de la gestion de ces fonds. C'était pour le premier point pour illustrer cette question de la disponibilité. Mais se pose aussi la question de la souveraineté au sens de Pascal Bruckner toujours, c'est imposer aux autres son bon plaisir. C'est un amour un peu égoïste ici, c'est-à-dire l'amour dans le sens où on cherche aussi son propre intérêt. Et c'est l'idée d'une adaptation opportune des services de l'État à ces contraintes géographiques, économiques, sociales propres aux départements et régions d'outre-mer. Chaque ministère a dès lors, en fonction de ses propres contraintes et de la prise en compte des contraintes locales, adapté, trouvé, adopté ses propres solutions. Elles peuvent être de plusieurs types, ces solutions, prendre en charge par des services régionaux qui couvrent l'ensemble des départements d'outre-mer, ou parfois des départements, des territoires aussi, ou des collectivités à statut spécial.
Plusieurs évolutions, j'aurai l'occasion de les développer dans ma contribution écrite par manque de temps ici. C'est vrai aussi sur le plan militaire, avec un commandement étatique, logique, il y a un monopole de l'État par rapport à la question de la force armée, mais les forces armées sont placées sous un commandement de commandant supérieur des forces armées, un pour les Antilles, basé à la Martinique, un pour la Guyane et un pour Mayotte et la Réunion. Ça nous renvoie ici tout simplement à la présence souveraine de l'État, avec cette souveraineté qui est déclinée de différentes manières. On peut le voir par exemple sur la question de la monnaie, la question financière, avec les fonctions exercées en métropole par la Banque de France, qui sont exercées dans les départements d'outre-mer par un établissement spécifique qui est l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'IODEOM, je ne sais pas comment on dit, voilà, je ne sais pas comment on le prononce, mais qui a été créé dès 1959, qui est une sorte de banque centrale déléguée, même si on sait bien aujourd'hui que la Banque de France a perdu largement de ses propres prérogatives au profit de la Banque centrale européenne. Mais on voit bien ici que l'IODOM va être chargé d'assurer la continuité territoriale en matière monétaire par délégation finalement de la Banque de France dans les différents départements d'outre-mer, mais aussi dans d'autres collectivités, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin. On peut trouver la même chose en ce qui concerne le réseau de communication audiovisuelle. On peut trouver la même chose aussi pour les services de l'État, où on n'a pas une transposition systématique du modèle métropolitain. On mélange ici le pragmatisme, le formalisme, et on essaie d'adapter, de trouver des solutions adaptées aux circonstances. Accompagnement bienveillant de la part de l'État, mais aussi surveillance stricte. Et on retrouve ici le rôle joué par le préfet, mais aussi par les juridictions. Cette surveillance stricte, effectivement, elle est en quelque sorte personnifiée par le préfet qui occupe une place originale dans l'organisation des services de l'État en tant qu'héritier du gouverneur colonial, mais aussi en tant qu'héritier d'une conception napoléonienne du pouvoir. Dans les départements et régions d'outre-mer, le préfet représente l'État, évidemment, et dans les départements et les régions ou dans la collectivité unique, il dirige les services de l'État, il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et du contrôle administratif. Il va cumuler les pouvoirs d'un préfet de région et d'un préfet de département, mais finalement la spécificité, ce n'est pas tant ce cumul d'attributions, mais plutôt les compétences particulières qu'il va exercer dans le domaine de la sécurité et de l'action économique. Alors, sur la question de l'indépendance, au sens de n'être asservi à aucune autorité, la départementalisation telle qu'on l'a largement analysée depuis ce matin, elle exprime clairement le refus de l'indépendance. La volonté de départementalisation est un refus de l'indépendance. Dès lors, les collectivités départementalisées, les collectivités outre-mer, assument leur volonté de se soumettre à l'autorité étatique, à son contrôle, appréhendé comme une contrepartie légitime aux effets positifs espérés. Ça se traduit, je le disais, par des pouvoirs spéciaux reconnus au préfet. Des pouvoirs spéciaux en matière de sécurité extérieure et intérieure du département d'outre-mer. En matière de déclaration, par exemple, d'état de siège, le préfet peut déclarer l'état de siège, à charge à lui d'en rendre compte immédiatement ensuite au gouvernement. En matière d'expulsion des étrangers, les préfets d'outre-mer bénéficiaient de pouvoirs particuliers en le domaine, mais la législation a évolué sur cette question et leurs pouvoirs ont été depuis alignés sur ceux des préfets métropolitains. Même si le Conseil d'État a reconnu la possibilité d'une extension exceptionnelle, en raison de circonstances exceptionnelles, de ces pouvoirs préfectoraux. Des pouvoirs spéciaux en matière de police en mer, pouvoirs spéciaux reconnus par décret, pouvoirs spéciaux aussi en ce qui concerne la police de la navigation de manière plus générale, je l'ai dit en mer, de la police de l'espace maritime, pouvoirs spéciaux aussi en matière fiscale, quelques pouvoirs à caractère fiscal, fixation du taux de certains impôts ou de taxes au niveau local,
Quelques pouvoirs spéciaux en matière militaire. Les deux préfets de zone de défense. Il y a deux préfets de zone de défense. Un pour la zone de défense Antilles-Guyane et un autre pour la zone Réunion-Mayotte. Chacun de ces deux préfets bénéficie d'un état-major interministériel de zone de défense. Et on a une organisation un petit peu spécifique, propre aussi au département d'outre-mer en ce qui concerne les services de police. Tout ceci dans une logique de compensation de handicap économique principalement. Et là aussi, on retrouve des pouvoirs spéciaux dévolus aux préfets pour, par exemple, demander des dérogations aux tarifs, à certains tarifs métropolitains. Même si la décision ne leur revient pas, ils ont l'initiative de demander ce type de dérogation. Des pouvoirs de réglementation de l'exercice des différents types de pêche, y compris pêche de loisirs. Des pouvoirs spécifiques en matière toujours fiscale ou de dette sociale, avec des possibilités de prononcer des moratoires par exemple. Différentes dispositions issues de différentes législations successives. Je passe parce que le temps est définitivement compté. Oui, j'ai bien compris le message. Enfin, des pouvoirs importants en matière de réglementation des activités commerciales et des services. Ils peuvent, par exemple, répartir les contingents entre importateurs. C'est une compétence qui a été confirmée par le Conseil d'État il y a déjà longtemps. Pouvoir donc d'adaptation, pouvoirs spéciaux de ces préfets, mais ça n'enlève rien à la question de la responsabilité. Quatrième et dernier point. Responsabilité, c'est assumer les conséquences de ces actes. Pour cela, les départements d'outre-mer sont finalement confrontés à une responsabilité somme toute classique devant des juridictions ordinaires. L'organisation des juridictions judiciaires correspond à peu de choses près, obéit à peu de choses près aux règles applicables sur le territoire métropolitain, même s'il y a des spécificités, par exemple, pour les tribunaux de commerce, les tribunaux qui sont des tribunaux mixtes, spécificité aussi par exemple pour la cour d'appel, puisque Mayotte ne dispose pas de cour d'appel, hein, c'est la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion qui est instance d'appel pour tribunaux de première instance. Les juridictions administratives, mais là je parle sous le contrôle du président Chemin, obéissent elles aussi au principe de droit commun. Chaque département d'outre-mer dispose désormais d'un tribunal administratif avec des exigences, des délais de procédure qui sont des délais de droit commun, même s'il existe de droit un délai supplémentaire de distance prévu par le Code des juridictions, le Code de la justice administrative. Et puis, bien sûr, une spécificité en matière de cour administrative d'appel, puisque c'est la cour administrative d'appel de Bordeaux qui est compétente pour tous les départements d'outre-mer. Enfin, en matière de juridiction financière, spécificité aussi, puisqu'on a deux chambres régionales des comptes, une pour les Antilles et la Guyane, et une pour la Réunion et Mayotte. Donc une responsabilité, somme toute, classique des collectivités, des départements d'outre-mer devant ces juridictions. Et une responsabilité, je terminerai par là, plus singulière peut-être en matière diplomatique, si l'on peut parler de diplomatie des départements d'outre-mer. Le législateur préfère parler d'action extérieure des collectivités, mais on sait bien que pour les départements d'outre-mer, cette action extérieure peut revêtir une dimension toute particulière. Il y a un certain nombre de dérogations qui sont prévues en la matière pour les collectivités d'outre-mer, mais pas pour les départements d'outre-mer. Pour les départements d'outre-mer, il y a une vraie surveillance étroite qui est exercée par l'État sur cette question de l'action extérieure. En conclusion, je reviendrai un instant à l'ouvrage que je citais de Pascal Bruckner en introduction. Tout amoureux parle ainsi de langue, tout amoureux parle ainsi de langue, celle de l'attachement fatal et celle de la libre disposition de soi. C'est la superposition de ces deux langues qui donne aux relations actuelles leur allure de romance nerveuse et monotone à la fois. Toute liaison est vécue comme une chance et comme un étouffoir qui nous vole à nous-mêmes. S'exposer tout en se préservant, telle est la demande contemporaine, schizophrénie d'une époque qui prêche à la fois la jouissance et la méfiance.
Jouissance et méfiance, attachement fatal et libre disposition de soi, peut-on finalement mieux résumer ce qui caractérise depuis 70 ans la mise en œuvre politique, juridique et administrative de la départementalisation en Outre-mer? Je vous remercie.